petit peu un coup d'actualité au niveau des actions au niveau des pastoralistes et du monde de la recherche. Alors déjà une initiative qui est au niveau national. Il s'agit d'une note technique qui est en cours de rédaction à Chambre d'Agriculture France. Chambre d'Agriculture France, c'est ce qu'on appelait avant la PCA, c'est-à-dire l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui fédère la totalité des chambres d'agriculture françaises. À l'origine, donc France Nature Environnement, qui est une fédération française qui regroupe plus de 9000 associations de protection de la nature et de l'environnement, a complètement désapprouvé les pratiques de brûlage aux deux conseils nationaux de l'air de mars et de mai 2022, en visant en particulier la pollution de l'air et sans vraiment avoir de vision systémique du brûlage pastoral, puisque FNE a mélangé tous les types de brûlage, que ce soit du brûlage des déchets verts des particuliers, en passant pour les brûlages dirigés, pastoraux et au feu tactique. Il a tout mis dans le même paquet et a effectivement dénoncé les effets qu'elle a sur la pollution atmosphérique. Donc FNE demande aussi une surveillance renforcée des chantiers, souhaite avec Atmos France que les associations de surveillance de l'air soient plus impliquées dans les expérimentations et souhaite aussi de meilleures informations au niveau national sur les dossiers d'écobuage. Donc en réponse à ça, Agriculture France s'en est saisi de la problématique. Moi, je ferais quand même faire remarquer que dans les actualités agricoles, on a quand même cette chance, puisque c'est quand même quelque chose qui, au niveau des enjeux agricoles français, c'est assez minoritaire. Donc c'est très bien qu'il travaille dessus. Et a commencé à rédiger une note à partir de cet été et pour une finalisation à la fin du mois. Donc Chambre d'Agriculture France s'est appuyé des réseaux intermassifs des chambres d'agriculture, de la cellule 66, des chambres d'agriculture départementales qui traitent de cette problématique, du réseau et du ministère de l'Intérieur. Donc la note de référence, elle a donc pour objectif de faciliter la prise en main par le réseau des chambres d'agriculture de cette problématique et donner une capacité de réponse en cas d'interpellation sur le sujet, et notamment à nos élus, puisque c'est effectivement plus nos élus qui sont dans ce genre de comité que nous, techniciens. Alors, cet argumentaire, ce sera un argumentaire appuyé de textes réglementaires, d'articles scientifiques et de présentations professionnelles, qui déjà permettent de clarifier tout ce qui est la sémantique et éviter la confusion de sens en définissant bien tout ce qui est les différents types de brûlage, qui s'appuie d'ailleurs sur une réglementation précise, décrire les objectifs et services rendus par le brûlage pastoral et le brûlage dirigé, présenter tout ce qui est le cadre réglementaire, organisationnel et territorial, qui est fait très hétérogène sur le pays, et pour expliciter toute l'efficacité et l'encadrement de cette pratique, et non pas fait à la sauvage comme il pouvait le sous-entendre. Et puis faire aussi une évaluation qualitative de ces effets environnementaux, puisqu'on a aussi des bilans dans les différentes cellules par rapport à ça. Bon, cette note, pour l'instant, elle reste confidentielle, elle devrait être consolidée à la fin du mois, et effectivement, donc la priorité sera d'être diffusée à nos élus Chambre d'agriculture et voir effectivement comment on peut élargir cette diffusion. Une autre activité aussi, donc là ce sera plutôt au niveau du réseau pastoral pyrénéen, donc au niveau de la chaîne pyrénéenne, où il y a effectivement la relance du réseau pastoral pyrénéen et avec la poursuite des travaux concernant les usages du feu. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau pastoral pyrénéen? C'est la fédération autour de la CAP, donc l'association des chambres d'agriculture des Pyrénées, donc des 6 chambres d'agriculture des Pyrénées, rajoutées 2 chambres d'agriculture régionales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est les services pastoraux de tous ces organismes qui se rassemblent autour du réseau pastoral pyrénéen et qui est piloté donc par la CAP et animé par une animatrice qui vient de la Chambre régionale d'Occitanie. Donc on a différents groupes de travail, dont un, usage du feu, puisque c'est quand même très développé à l'échelle du massif. Et donc, ce groupe de travail que nous co-animons avec la Chambre d'agriculture de 64 et la cellule BD 66, qui est, entre autres objectifs, bien entendu, du partage de l'actualité et d'expérience, comme nous le faisons ici, et aussi de développer quelques projets.
Un de nos projets à court terme, on espère d'ici un an que ça pourrait être debout, c'est mettre en place un site web, c'est-à-dire poursuivre les travaux qu'on avait commencés dans les années 2016, mais de manière un petit peu informelle et de manière bénévole. Donc l'objectif, c'est d'informer et de communiquer sur le principe du brûlage, puisqu'on s'aperçoit que c'est une pratique qui est méconnue et qui a besoin de beaucoup de communication et d'acculturation au niveau que ce soit du grand public jusqu'au public spécialisé. Donc effectivement, rappeler la réglementation, les impacts, les déroulements, etc., etc. Le contenu, on ira de définition très simple, donc ce sera de la vulgarisation. N'importe qui, qu'est-ce que le brûlage dirigé, cliquera, aura une définition très simple. Et en cliquant petit à petit, de manière sur des menus descendants, pour en savoir plus et pour aller approfondir jusqu'à sur des publications scientifiques très approfondies. Le format, donc ça sera donc un site web et on s'attache à ce que ce soit porté par un organisme neutre qui n'est pas d'étiquette et à l'occurrence ce serait le CNRS qui en plus garantit la factualité du contenu et qui en assure neutralité et crédibilité. Donc puisqu'on parle CNRS, je transmets le micro. Attends, c'est celui-là. Bien, bon, je vais faire très rapidement, puisqu'on a déjà dit la carte finale. Je vais vous présenter trois informations sur les recherches en cours. Donc, l'an dernier, j'avais déjà présenté une synthèse un peu d'un programme auquel le laboratoire Géode a participé, mais aussi la cellule pastorale des Pyrénées-Atlantiques et des Pyrénées orientales. Alors c'était pour mémoire et pour ceux qui n'étaient pas là, c'était un programme qui a été porté par l'Université de Navarre et qui était très, très orienté sur la question de la gestion pastorale des milieux afin de maintenir par le feu, par le pastoralisme, des milieux ouverts, des espaces ouverts à haute valeur environnementale. Et donc la plupart des partenaires étaient très souvent des gens engagés dans le développement, jusqu'à la production de viande, etc. Alors, c'est fini, ça a été fini en fin 2021, et donc tout simplement pour dire qu'il est en train de se préparer un numéro spécial de la revue de géographie de Toulouse qui s'appelle Sud-Ouest européen, qui sera consacré à une synthèse un peu des études qui ont été menées. On a parlé de coupure de combustible. On peut noter par exemple à ce sujet que dans le réseau, il y avait des équipes andalouses avec un service d'études mené par le CSIC, une équipe de CSIC de Grenade. C'est le CNRS espagnol. Et ils sont dans une problématique de gestion des coupures de combustible par pastoralisme et brûlage. Ensuite, deuxième info sur les affaires en cours, sur les questions de feu. Donc, le laboratoire Géode a lancé un programme dans le cadre d'appel d'offres région sur un programme ciblé diagnostic des résiliences à la filière pastorale en Occitanie, où il y a à la fois des historiens, des économistes, des géographes. Donc, et parmi les trois axes, il y en a un qui est ciblé sur les résiliences du pastoralisme. Ça inclut y compris les études historiques sur la longue durée, le paléo-environnement. Et dans cet axe-là, un thème qui est ciblé lui aussi sur l'adaptation de la gestion de l'environnement par le feu, par les brûlages pastoraux et dirigés. Et dans ce cadre-là, on a lancé un doctorat, donc avec une doctorante que j'aurais aimé vous présenter, mais les collègues qui devaient venir sont restés à Toulouse faute de carburant. Il n'y a plus une station ayant de carburant à Toulouse, semble-t-il. J'espère pouvoir rentrer personnellement. Mais bon.
Et donc, voilà, la thématique recoupe des choses qui ont été discutées, évoquées par de nombreux intervenants ici, qui est celui de l'évolution de la représentation et des pratiques de brûlage, dans un périmètre qui reste encore à préciser. Mais bon, cette étudiante est une anthropologue qui connaît bien le milieu pastoral, qu'on est en train de former à la géographie, on va dire, et au territoire. Mais elle va travailler sur cet aspect qui est particulièrement, je pense, important à l'heure actuelle, en raison de l'évolution générale autour du sujet en termes d'idéologie, de société, de pratiques, et les contradictions qui sont visibles là-dedans. Ensuite, une dernière information aussi. J'avais parlé également d'un programme sur les savanes de la Réunion, qui ont toujours été gérées par le feu, et là, dans le cadre du conservatoire du littoral qui possède une partie des savanes réunionnaises, il y a eu un programme pendant plusieurs années sur la gestion de ces savanes, et notamment la remise en jeu de pratiques de brûlage. Et une thèse est en train de s'achever, donc j'espère que l'an prochain, on pourra faire état, on pourra présenter le résultat de cette thèse. Et pour finir, donc, parmi les projets en cours également, les actions, à Montpellier a été lancé un petit projet d'1 an, chapeauté par la Maison des sciences humaines de Montpellier, la MSH Sud, qui s'appelle Écosystème, Société, Feu, Interdisciplinarité. Et bon, l'objectif, c'est de partager des expériences, partager des points de vue, des travaux, et entre scientifiques et autres. Il y a eu en septembre 2 journées d'ateliers, une consacrée aux montagnes méditerranéennes. Donc il y avait deux personnes du SDIS qui ont participé. Je ne sais pas si elles sont présentes dans la salle. Non. Bon, mais l'objectif, c'est vraiment croiser le maximum de visions sur la question. Et donc, une séance montagne méditerranéenne, on y a participé, moi et Carole, et une séance sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'écologie des savanes brûlées, qui était très intéressante aussi, parce que ça faisait intervenir là aussi un autre contexte social. Bon, je ne vais pas décrire, mais il s'agit là souvent de faire intervenir les esprits des lieux avant de brûler. Voilà. Et bon, je vais très vite. Pour plus de précision, ceux qui sont intéressés peuvent venir me voir. Et donc, juste pour conclure, il nous semble important qu'on ait la caution de la communauté scientifique, mais pour le rapport de référence factuelle et objective, ce qui nous permet de légitimiser nos travaux face au scepticisme de la société civile et opposants du pratique de brûlage. Et notamment, hier, en Copil, on a décidé d'évaluer la faisabilité de monter peut-être un comité scientifique qui serait dédié à nos travaux. Juste un encart personnel, puisqu'on a beaucoup parlé de conservation, de problèmes de protection environnementale, de difficultés dans la gestion des espaces et quand il y a des contradictions, je dirais, de fonctionnement. Bon, j'ai une position un peu particulière qui fait que, pour certains, je suis depuis longtemps celui qui veut faire brûler les Pyrénées. Et pour d'autres, je fais partie, je dirais, du versant conservation, puisque je suis président du conseil scientifique du Parc national des Pyrénées, à ce titre considéré par beaucoup comme le chef des Khmers verts, en quelque sorte, l'emmerdeur en chef dans le cadre du parc, et puis qui me retrouve sur le terrain à discuter avec eux du brûlage, ce qui est un peu décalé. Et ayant fonctionné aussi au sein du CSRPN, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, sur les questions de protection, voilà, bon, je suis parfaitement au fait des contradictions et des problèmes que cela pose et des débats que cela entraîne. Voilà, bon, ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai qu'il faut arriver à le gérer, quoi. Dans le cadre du parc national,
au début de mon mandat, on a décidé de mettre en place une doctrine du parc, parce qu'on avait beaucoup de demandes d'autorisation de travaux qui étaient des simples brûlages. On a dit non, bon, on va établir une doctrine et ensuite ça se gère au local, avec les gardes, avec les commissions locales d'écobuage, etc. quoi. Et ça peut évoluer et s'adapter, forcément. Merci Jean-Paul, merci Carole, on peut les applaudir. Notamment pour avoir accompli le miracle de résumer en moins de 10 minutes le contenu de 3 thèses, si j'ai bien compris, et plus tous les projets périphériques. On a le temps pour une rapide question quand même, s'il y en a une seule. Allez, bah c'est toi qui as levé la main en premier. Bonjour, c'est pas une question, c'est plus une réflexion. Thierry Alignan, je suis animateur Natura 2000 et chargé de projet agriculture et biodiversité à la communauté du Grand Pixel au nord de Montpellier. Juste témoignage, alors on est sur vous êtes très technique, ça parle de tactique, ça parle de choses vraiment pointues. J'ai juste entendu parler par madame une fois le mot commune. N'oubliez pas l'échelon local, n'oubliez pas d'intégrer dans vos démarches, vous parliez de communauté technique, il fallait passer une communauté d'influenceurs. Les élus sont vraiment à l'interface de vos métiers, de vos missions super techniques, super pointues, avec des enjeux protection des populations, protection de la forêt. Mais ils sont aussi au contact des habitants, à proximité des villes, la campagne, on a des néo-ruraux que dès qu'ils voient un feu, vous les avez au 18, c'est les bras-le-bas de combat. Il y a derrière des professions agricoles, c'est la survie aussi de l'activité agricole. Il y a d'autres usagers, c'est les chasseurs. Voilà. Il y a plein de petits mondes locaux et pour que les projets aboutissent, je crois qu'il ne faut pas oublier de travailler à cet échelon local et d'intégrer les communes et les intercommunalités sur vos travaux. Merci beaucoup. Je crois que ça fait au moins la 3e fois qu'on me fait cette réflexion au cours de la dernière semaine. De plusieurs personnes, donc je crois qu'il va falloir qu'on finisse par l'intégrer en effet. Merci pour cette réflexion. Est-ce que vous avez faim? Non, oui. Bon, comme vous avez faim, je pense que ce qu'il vous faut, c'est une présentation en anglais pour terminer. Il est où le pointeur? Sébastien, tu as 5 minutes. Je vais faire très rapide. Allez, dernière présentation, donc en anglais, pour conclure. Puisqu'on parle depuis tout à l'heure maintenant d'enjeux environnementaux et sociétaux, ça tombe bien puisque on démarre un projet justement janvier 2023 qui va durer 4 ans, qui s'appelle Fire Adapt. C'est un autre projet européen et c'est un projet qui vise à faire des échanges. Alors en fait, dans le cadre de ce projet, on ne va pas recevoir d'argent pour payer des gens. C'est un peu la limite, mais par contre, on est indemnisé pour déplacer des gens, c'est-à-dire envoyer des gens à des endroits et en faire venir ici, vous allez voir où et quand, autour des sujets de la gestion intégrée du feu. Donc à la fois prévention et lutte, mais tout ce qui tourne autour de la gestion intégrée du feu, dans des milieux tropicaux et subtropicaux, vous allez voir que l'Europe est largement concernée. Je vais passer très vite. Des objectifs spécifiques, c'est quoi? C'est donc de créer ou de renforcer un réseau international d'échange de compétences sur ces sujets-là, d'appuyer que ce réseau mette en évidence les aspects scientifiques. Carole, tu l'évoquais à l'instant avec Jean-Paul, donc c'est aussi de mettre en ordre de marche commun la communauté scientifique qui s'intéresse à ces questions-là, des gens typiquement comme le laboratoire de Jean-Paul en France, mais il y a d'autres gens dans d'autres pays, vous allez le voir. Partager nos connaissances, nos approches, développer des méthodologies communes, et puis aussi il y a l'idée derrière d'aller mettre ce qu'on appelle en anglais d'aller chercher les champions, c'est-à-dire vraiment d'aller pousser sur le marché dans le monde de la recherche et sur le marché du travail, des jeunes doctorants, des gens qui, sur ces aspects scientifiques, s'intéressent à ces sujets de la gestion intégrée du feu. 17 institutions de recherche, 3 institutions plutôt de praticiens et 5 un peu diverses. Donc 25 organisations au total. Les organisations, elles sont là. Donc en Europe, on couvre la Catalogne, la France et l'Italie, à la fois Toscane, si je ne dis pas de bêtises, et Sardaigne, et puis l'Amérique du Sud, avec des partenaires en Argentine, en Bolivie, au Brésil, en Colombie, au Mexique. Et
Voilà, l'ensemble des partenaires. Et pour la France, donc, alors, quand on est venu chercher pour ce projet, moi, je voulais mettre le réseau. Mon idée, c'était de pouvoir permettre à des gens du réseau de participer à ces échanges et de partir. Ça n'a pas été possible pour des raisons administratives. Il fallait que ce soit une institution qui porte. Je me suis rapproché de plusieurs institutions qui auraient pu porter ce genre d'initiative, qui m'ont dit oui et finalement qui se sont désengagés. Donc au final, il n'y a que Warhusen en tant qu'institution qui est partenaire du réseau. Mais vous allez voir que l'idée, c'est vraiment d'en faire bénéficier tout le réseau. On va travailler sur les aspects aussi bien cycle du carbone, biodiversité, conservation, donc faune, flore, services culturels et donc acceptation sociétale, et puis les aspects modélisation du feu et prévision. Vous avez vu qu'il y a des partenaires dans différents pays. En fait, tout ça se groupe autour de ce qu'on a appelé des hubs, donc 6 espaces géographiques différents. Un en Catalogne, un au Mexique, un au Brésil, un en Argentine, un en Italie. Et en France, l'idée c'est que on n'a pas identifié une zone en particulier, c'est de dire tout l'endroit où on fait du brûlage dirigé, alors plutôt méditerranéen, mais ça pourrait être aussi bien le sud-ouest, je crois que ça n'a pas été tagué sur la carte, mais ça ne poserait aucun problème. L'idée c'est qu'on puisse avoir des échanges et accueillir les chercheurs étrangers sur l'ensemble de notre territoire. Le calendrier. Je vais très vite parce qu'on va vous en reparler de ce projet, puisqu'on démarre début 2023. On va avoir un premier gros échange en Catalogne, puis au Mexique en 2023. 2024, Brésil et Italie. Et début 2025, on a le projet de milieu, la réunion de milieu du projet. Et l'idée, c'est qu'on va faire venir tous ces gens-là en France. Donc on va construire ça petit à petit ensemble avec vous, mais l'idée c'est qu'on fasse un peu un gros événement, on aura du financement pour ça, qui pourrait ressembler aux rencontres, mais qui serait plutôt certainement un study tour avec des brûlages, donc où on amènera ces chercheurs, ces praticiens de différents pays sur vos brûlages, on construira ça ensemble. Et l'idée c'est que à ce moment-là, ou avant ou après, potentiellement, on va avoir des chercheurs, des praticiens de ces pays-là qui vont venir en France, passer un mois au minimum. C'est la règle de financement, c'est qu'il faut venir pendant un mois au minimum pour échanger, pour voir comment nous on fonctionne et puis aussi nous amener leur connaissance du sujet. Voilà, je ne vais pas plus loin. L'objectif, c'est de, évidemment, produire des publications scientifiques, des bases de données, des guides de bonnes pratiques, etc., etc. Voire un white paper, donc plutôt un livre d'influence stratégique. Et puis voilà, j'ai terminé. Y a-t-il des questions ? C'est bizarre, il n'y a plus de questions à 12h45. Eh bien, merci à vous. Matinée très très riche. Les débats vont se continuer, je n'en doute pas, autour du repas. Et on reprend, Nicolas, il faut qu'on reprenne à 14h, vraiment au plus tard. 14h ici. Merci, bon appétit.